Je vérifie que... Oui, c'est bon. François-Guillaume Laurin, bonjour. Bonjour. Merci infiniment de nous accorder cet entretien à l'occasion de la publication de ce livre qui est extrêmement émouvant, très documenté. Alors, première question, pourquoi ce livre? Alors ce livre, en fait, il est parti d'un long reportage que j'ai effectué pour Le Point, où je m'occupe des pages histoire. J'ai suivi 2 cérémonies de remise de médailles, d'une médaille de Juste parmi les nations, à 2 personnes qui étaient décédées depuis longtemps, Madame Gauthier à Paris, Madame Bracky dans la Sarthe. Donc je suis allé à la mairie du 7e et puis dans la Sarthe. Ces 2 personnes, qui ne se connaissaient pas, avaient toutes les 2 sauvé une même famille juive, la famille Herzbaum. Et lors de ces cérémonies, j'ai découvert tout un monde, non seulement les descendants de la famille Herzbaum, en particulier un des enfants sauvés, qui vivait en Israël, qui était revenu pour l'occasion avec toute sa famille, mais aussi des Français, des Françaises, qui avaient travaillé pour constituer les dossiers écrits pour que ces 2 justes soient reconnus par Yad Vashem. Et là, j'ai découvert une chose que je ne soupçonnais pas, c'était la difficulté pour obtenir en fait cette médaille de juste et les conditions que posait en fait l'Institut Yad Vashem à Jérusalem pour que le dossier soit accepté, étudié et éventuellement accepté, parce que certains sont refusés. Et donc c'était en fait soit des membres de la famille, mais lointaine, de la famille Herzbaum qui vivaient en France, parce que il fallait retrouver des témoignages écrits de l'aide apportée par une telle au Herzbaum. En l'occurrence, c'était des lettres de Madame Herzbaum avant qu'elle soit déportée, qui disait voilà, Madame un tel m'a aidé, mais c'était presque dans le cours d'une lettre. Évidemment, il ne pensait pas, il ne savait pas qu'un jour il y aurait Yad Vashem, il ne savait pas, il ne se doutait pas au moment où ils étaient persécutés, au moment d'être déportés. C'était descriptif et factuel. Voilà, une telle m'a apporté une aide pour mes enfants ou pour nous. C'est ça aussi qui est très troublant, c'est-à-dire que dans cette recherche, comment trouver des témoignages sur une aide alors qu'on ne savait pas évidemment que cette aide ferait l'objet d'un hommage, d'une décoration. C'est là où on percute en fait, on se télescope une aide présente, une recherche présente, un travail donc de mémoire, vraiment d'historien, pour établir une aide qui a eu lieu il y a 80 ans, et qui était une aide orale évidemment, et qui n'était pas censée, bien sûr, laisser de traces, puisque c'était une aide dangereuse. Et d'ailleurs, une des 2 conditions posées par Yad Vashem, c'était d'avoir pris le risque de perdre sa vie, d'avoir été arrêté pour avoir aidé des Juifs. L'autre étant de ne pas avoir reçu d'argent. Donc, en fait, j'ai découvert cette petite chaîne, ce réseau de gens qui aidaient à constituer les dossiers, à faire aboutir cette reconnaissance. Aujourd'hui, en France, des bénévoles. Alors là, en l'occurrence, c'était, par exemple, dans la Sarthe, des gens qui s'étaient déjà intéressés à la persécution des Juifs dans la Sarthe. Et donc, qui d'ailleurs, étaient déjà tombés sur les Herzbaum, déportés, et qui pouvaient avoir amassé des tas de documents écrits, mais dont ils ne savaient pas qu'un jour ça pourrait servir justement à cette constitution de dossier. Parce qu'ils n'étaient pas forcément en lien avec la famille des Herzbaum, pas du tout d'ailleurs en l'occurrence. Et là, je me suis dit, il y a un sujet, il y a plusieurs sujets en fait. Il y a la résonance, la permanence en fait, la résurgence d'une histoire passée que nous connaissons, qui est l'histoire de la persécution des Juifs en France, mais qui là aboutit à la reconnaissance d'autre chose, qui est l'aide pour que ces Juifs se soustraient en fait à la persécution. Et puis donc il y a
aussi ce parallélisme entre une chaîne de mémoire, et d'ailleurs, les gens qui ont travaillé sur l'aide à Paris vont se mettre en lien, en contact avec les gens qui ont travaillé dans la Sarthe. Puisqu'en fait, ayant échappé à la rafle du Veldiv à Paris, ils vont fuir Paris pour aller dans la Sarthe. C'est ça le parcours de la famille Herzbaum, dont les deux parents vont être finalement déportés, mais où les enfants vont être sauvés. Et donc, il y a ce parallélisme entre deux chaînes, la chaîne de la mémoire et la chaîne de l'entraide à l'époque, il y a 80 ans. Je me suis dit, tiens, là, il y a une répétition du geste, évidemment modifié, déformé. Il ne s'agit plus de sauver la vie de quelqu'un, il s'agit de sauver la mémoire du geste qui a sauvé d'autres personnes. Et moi, dans mon travail d'historien, j'ai travaillé beaucoup sur la mémoire des lieux en France, la mémoire de l'événement, en fait, et de la trace ou pas qu'il a laissé, des vestiges, de ce que le temps a fait du lieu où s'est déroulé l'événement. Et bien là, c'était exactement, en fait, je retrouvais mes problématiques, qui est qu'est-ce que le temps a fait du geste, qui est censé ne pas laisser de trace au moment où il a été effectué, puisqu'il doit être fait dans la clandestinité. Et puis, je me suis aperçu qu'il y avait un autre sujet, qui était que dans cette mémoire de la persécution des Juifs, bon, il y a eu le temps des déportés, le temps de la déportation, le temps de la mémoire de cette déportation, la mémoire de la répression, par les historiens, par ceux qui avaient la chance d'en revenir. Et puis, aujourd'hui, 80 ans après, qu'est-ce qu'il reste? Il reste les enfants cachés. Et ces enfants cachés, au crépuscule de leur vie, ils repensent évidemment beaucoup à cette période-là, ils se disent, mais peut-être que dans le parcours, c'est pas le cas toujours, hein, mais tiens, là, il y a quelqu'un qui nous a aidés, quelqu'un qui est intervenu. Mais je me souviens même pas de son nom. Je me souviens pas. C'était mes parents qui les ont aidés. Moi, j'étais pris là-dedans. J'avais 7, 8 ans, 10 ans. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour ce geste qui finalement nous a sauvé la vie? Et puis, ces gens-là, ils se sont mariés, ils ont fait des enfants, des petits-enfants. Donc, en fait, ce sont des gestes qui consistent à quoi? À ouvrir une porte, à tendre une main, à dire bah, venez, cachez-vous, puis on va vous trouver quelqu'un d'autre. C'est vraiment des gestes de la vie quotidienne, de la compassion, de l'empathie vis-à-vis de gens persécutés. Et parfois, c'est ce qu'il y a dans le livre, il y a des gens qui vont être surpris de la demande et ne pas répondre à la demande, et puis d'autres sollicités, et d'un seul coup, eh bien, ils ouvrent la porte. Par exemple, la première histoire avec Odette Blanchet, donc, dans cette démarche où je raconte dans le détail 15 histoires en allant voir j'ai pu aller voir les derniers justes vivants. Donc c'est le cas d'Odette et donc de l'enfant sauvé, le pédiatre Jean-Claude Moscovici, qui a été sauvé avec sa sœur et sa mère, Louise Moscovici, dans un petit village du Maine-et-Loire. Dans ce cas-là, la mère, Louise Moscovici, raconte que après avoir mis à l'abri ses 2 enfants, au moment de la rafle, en septembre 1942, elle fuit aussi avec un vélo. Et elle va d'abord chez ses voisins. Et ses voisins n'ouvrent pas la porte. Ses voisins qu'elle connaît évidemment très bien, avec qui ils ont beaucoup de rapports. Ils comprennent très bien la situation, les policiers sont en train de... Ils n'ouvrent pas. Elle reprend son vélo, elle tourne première rue à gauche, elle va chez le facteur qui lui ouvre la porte. Ce facteur qui n'a d'ailleurs pas été reconnu comme juste. Alors que, là, on a le cas vraiment probant d'une chaîne qui commence, c'est le premier maillon d'un salut, et puis après, elle va pouvoir prendre contact avec la jeune Odette, qui a 18 ans à l'époque, qu'elle connaît très très bien, qui vient souvent chez eux. C'est une famille, les Moscovici, c'est les médecins en fait, du village et des alentours. Odette, elle vient en vacances là, c'est ses grands-parents qui y habitent et qui sont soignés par les Moscovici. Et là, puisqu'on aborde cette histoire-là, on voit un trait
qu'on retrouve assez souvent, c'est pas du tout le cas de dire tout le temps, ce sont évidemment souvent des contacts antérieurs qui ont été réactivés, bon ben, ce sont des amis, des connaissances, en temps de paix, en temps normal, et là, en temps de guerre, temps de répression, et ces connaissances disent, ben oui, on va s'adresser à ceux qu'on connaît et dont on espère de l'aide. Ça a été le cas là d'une amie, d'une jeune amie, mais ça a été souvent le cas, et là on tombe sur le fait que les justes, c'est souvent des gens très modestes, très humbles de la population française, souvent des nourrices, souvent des gens qui recevaient avant-guerre des enfants juifs, mais ou pas juifs d'ailleurs, souvent autour du bassin parisien. On n'allait pas très loin, les familles confiaient leurs enfants pour les vacances. Parfois les parents venaient pour passer les vacances aussi. Et donc, des liens se sont créés, se sont établis. Et bien sûr, quand les juifs étrangers, les juifs à Paris, se sont vus pris au piège après la rafle du Veldiv, quand ils ont pu y échapper, ils ont repensé à envoyer comme ça leurs enfants à recontacter, à éventuellement envoyer une lettre, une bouteille à la mer, ou même à expédier par divers moyens leurs enfants. Allez-y, débrouillez-vous, prenez un bus, prenez un train, et donc et tapez à la porte. C'était le cas, par exemple, dans un village de Lyon, où là, il y a une scène révélatrice où donc les enfants arrivent, après un périple, ils sont 4, ils reviennent voir leur nourrice dans le Morvan. Et le Morvan est une terre de nourrices. C'était ce qu'on appelait les petits Paris, c'était ceux qu'on envoyait les enfants de Paris dans le Morvan. D'ailleurs, il y a un musée consacré aux nourrices là-bas. Et bien, lorsque la porte est ouverte, leur nourrice est à table avec sa sœur. Et le village est d'ailleurs plein d'Allemands. Et la sœur dit, mais tu es folle, ne les garde pas, renvoie-les. Et là, il y a une engueulade entre les deux sœurs. Elle dit, mais bien sûr que non, je ne vais pas les renvoyer, je vais les garder, ils sont là, chez moi, ils sont chez eux. Et donc, et d'ailleurs, il y a eu une brouille entre les deux sœurs. Donc, on voyait que, en fait, évidemment, c'est là aussi où l'histoire et cette histoire des justes c'est vraiment le choix, avec un grand C. Laisser parler sa conscience. Laisser parler sa conscience, où on peut se rendre compte que parfois, c'est un objet d'histoire, comme je le disais, mais un objet d'histoire compliqué, parce que, évidemment, ils n'en ont pas parlé, ils ne se sont pas vantés, évidemment, parce qu'ils risquaient leur vie, mais aussi après. Souvent, ils ont dit, oui, j'ai aidé des juifs, c'est tout. Ça n'allait pas plus loin, on n'avait pas les circonstances, on n'avait pas les raisons. Ils ne s'ouvraient pas de leur conscience. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui méritait d'être creusé. Et pour creuser, justement, et faire des recherches, vous êtes allé voir nos amis du comité français de Yad Vashem, le service national pour les relations avec le judaïsme, en préparant une exposition du cri du cœur à la voix des justes, a eu la grande chance de travailler avec l'équipe du comité français de Yad Vashem. Vous rendez à plusieurs reprises hommage aux uns et aux autres, en particulier à Corinne Meloul. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous évoquer à la fois la collaboration et l'importance de ce comité dans la recherche des cas des justes? Alors en fait, c'est lors de ce premier reportage que j'ai rencontré Viviane Lombroso qui travaille là-bas, et j'ai découvert l'existence, j'ignorais totalement l'existence d'un comité national. Je ne savais pas que la France était le seul pays à avoir une antenne nationale. Alors j'essaie de raconter comment c'est né au fil la spécificité française, l'exception française en fait, par rapport à Jérusalem à la fin des années 80, les volontaires juifs, comment ils ont essayé de rassembler cette mémoire qui se perdait. Et après, quand la décision de faire un livre a été prise, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire. Il y avait 4300 dossiers, mais il y avait des documents. J'avais bien compris qu'ils avaient amassé des documents à chaque fois pour les dossiers. Et c'était le point de départ.
Parce que en 2023, 2024, on arrive très 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 tard. Donc tous ces documents emmagasinent les témoignages de gens qui sont souvent depuis décédés. Et donc je suis allé voir Corinne Melloul, qui est vraiment la mémoire vivante depuis 20 ans, plus de 20 ans des 4300 dossiers. Et je lui ai exposé mon cas. Je lui ai dit, écoutez, Corinne, je ne sais pas par quoi commencer, parce que je me doutais bien que c'était un continent de 4300 dossiers au moins. Et je lui ai dit, racontez-moi des histoires. Et puis voilà, peut-être quand... Je voulais pas raconter 15 fois la même histoire, je voulais partir dans différents endroits, je voulais qu'il y ait des cas de figure différents, que ça mette en valeur certaines choses, à chaque fois diverses. Et là, elle a commencé à me raconter des histoires. Elle a commencé par me raconter des histoires d'amour parce que souvent, enfin souvent, non, pas souvent, mais ça l'avait marqué évidemment. Elle était proche d'enfants qui étaient nés du sauvetage. C'était la mère qui viendrait juste et qui avait sauvé son futur mari, ou bien l'inverse. Et les enfants avaient constitué au nom du père pour la mère un dossier, ou au nom de la mère pour le père. Bon, là, et là, tout de suite, ça a ouvert d'autres perspectives que j'envisageais pas du tout, qui étaient en fait la dimension intime et familiale. En fait. J'ai compris qu'aussi, ces dossiers-là racontaient des histoires profondes, douloureuses, mais en même temps qui se finissaient plutôt bien, de famille, au fil du temps. Et donc, avec Corinne, on a un peu isolé comme ça une dizaine de cas. J'ai aussi beaucoup parlé avec Catherine Korenbaum, qui s'occupe de la délégation du Grand Ouest de Yad Vashem en France, qui m'a dit allez voir Rose Pasquerot, vous allez voir, c'est une femme formidable en Vendée, c'est une vieille professeure d'histoire, et qui a fait une enquête incroyable autour de Justin Gilezot dans un château, qui avait hébergé une famille, et qui a retrouvé cette famille, mais à chaque fois c'était trop tard. Mais bon, vous pouvez aller la voir allez la voir. Je suis allé la voir elle est venue dans le château, et puis on a retrouvé non plus l'enfant caché parce qu'elle était morte, mais ses descendants. Et donc, de fil en aiguille, en fait, j'ai appelé aussi à Lyon. Ariel Krief m'a dit écoutez, appelez Pierre Ayou, alors il est aveugle maintenant, mais il vous racontera comment il a retrouvé le contact avec l'enfant caché. Lui, c'est le petit-fils de 3 justes, enfin, d'une juste et puis de ses 2 sœurs. Ça se passait à Voiron dans l'Isère, il est presque près de Lyon maintenant, mais il vous racontera comment il a retrouvé la trace de l'enfant caché en lui laissant un message un jour. Parce qu'il racontait sa propre histoire assez perturbée, assez agitée, assez bouleversée. Et il s'est dit, mais au fait, il me semble que je croisais 1 ou 2 fois dans les années 50 Camille Wagner, mais je ne sais pas ce qu'il est devenu, donc, qui avait été hébergé avec ses parents par sa grand-mère. Et donc il laisse un message, un jour il fait tous les Camille Wagner de France, parce que c'est ça en fait à chaque fois, c'est vraiment, parfois il y a une société de généalogie dont les services sont demandés, parce qu'il faut retrouver en fait la trace pour faire une cérémonie, parce que si vous n'avez pas de descendants, vous ne pouvez pas faire de cérémonie, il faut bien remettre la médaille à quelqu'un. Et donc il appelle, il laisse un message, est-ce que vous êtes le Camille Wagner qui a connu Mémé Charton? Et Camille Wagner, quand il écoute le message, il a une crise cardiaque. Parce que c'est un tel choc au cœur. On ne lui a pas parlé de Mémé Charton depuis les années 50. Et c'est évidemment la personne qui les a tous sauvés. Puis il se remet de cette crise cardiaque. Et puis quand c'est remis... Maintenant, il n'a pas d'ailleurs le téléphone. Pierre Ayou n'a pas laissé son numéro. Il dit, je rappellerai. Et quand il rappelle, il se parle. Il dit, mais vous revenez d'entre les morts, lui dit Camille Wagner. Et voyons-nous, venez à l'époque que Pierre Ayou n'est pas aveugle, et donc ils renouent contact, et ils se voient, ils deviennent amis, ils vont à Voiron dans la maison où tout s'est passé, et puis le dossier est constitué. Donc Yad Vashem, là, de nouveau, sans Ariel Krief, moi j'ai pas. Et c'était à chaque fois,
quand les souvenirs aussi sont devenus tellement indistincts, il y a eu au moins des témoignages écrits. Et donc, Corinne me donnait les écrits. Je suis allé voir comme ça Norbert Patalowski, je suis allé voir dans son EHPAD, Rothschild. Lui, il a été sauvé par son voisin à Paris, lors d'une rafle. Son voisin, il avait 7 ans, et il l'embêtait tout le temps au départ. Il sonnait, vous savez, comme un sale gosse, puis il se carapatait. Puis un jour, ce vieux monsieur, qui était un ancien combattant de la guerre 14, l'a pris par le cou, il lui dit, bon, tu vas arrêter là, chaque fois que tu auras envie de sonner, tu taperais à la porte et je te donnerai un bonbon. Et c'est comme ça qu'il a fait connaissance, avant la rafle, avec cette famille Patalowski, dont le père a été déporté dès 1941 par la rafle du billet vert. Et eh bien, le jour de la rafle du Veldiv, il voit Monsieur Aran, dort pas, il est asthmatique, et puis il voit à 4 heures du matin les flics arriver avec... et là, il se dit, oh là là, en face, Patalowski, il doit avoir des problèmes. Donc il traverse et il va chercher. Il l'enroule dans un tapis et il le met sur son épaule. Il tombe sur des Allemands, mais comme il parle allemand, il leur répond en allemand. Et puis, c'est un ancien combattant. Vous voyez d'autres aussi motivations. On a lutté contre l'allemand. Et donc, il va ramener, et la mère aussi va le ramener sous le nez des Allemands. Il va en planquer 14 dans une trappe, dans sa quincaillerie. Et là... Eh bien, Norbert, moi je l'ai connu à un moment où sa mémoire commençait à flancher, on va dire. Il avait des bribes, des flashs, et bien, le dossier de Yad Vashem m'a évidemment beaucoup aidé, parce que c'était lui qui l'avait constitué, ce dossier. Il avait encore toute sa tête. Mais c'était entre ombre et lumière, on va dire, et ça me permettait de... Voilà, j'ai vu son fils, après, puis donc c'était un patchwork en fait. Ces enquêtes sont des patchworks, sont des puzzles. Et je dirais que la base du puzzle, c'était évidemment le document du comité Yad Vashem, parce que voilà, je pouvais reposer des questions à partir de là. Dernière question, c'est un patchwork, mais est-ce qu'il y a une constante chez ces justes parmi les nations? Qu'est-ce qu'on pourrait dire qui leur soit commun dans leur attitude, sur le moment et ultérieurement? Alors, moi je place le livre sous l'exergue de Vassili Grossman et de Vie et Destin, et je le cite à plusieurs reprises parce que m'ont frappé, je trouvais que ça s'appliquait très très bien au sujet que je traitais là, au sujet au pluriel d'ailleurs, qui était, à un moment il évoque la bonté sans pensée, la bonté sans idéologie, la bonté spontanée. Alors, je ne dirais pas que c'est juste... ils avaient des valeurs, hein. On la retrouve chez les ecclésiastiques, hein, chez les pères, chez les sœurs qui ont été faits justes. Hein. Beaucoup sont... Le premier, le père Fleury en 1964, hein, le premier juste français est un père à Poitiers, qui a commencé par être l'aumônier des Tziganes dans le camp de détention à Poitiers, et puis qui après va s'occuper des Juifs de ce camp, de même chez les protestants. Il y avait eu aussi cette mémoire de l'entraide, de l'aide avant la guerre auprès des républicains espagnols, très importante, qui est réactivée en fait. Puis c'est une mémoire des persécutés aussi. On aide les anciens persécutés, aide les nouveaux persécutés. Chez les catholiques, on retrouve cette idée d'aider son prochain. Il y a une phrase d'un juste qui est inscrit à Jérusalem, à l'Institut Yad Vashem, qui dit je ne voulais pas qu'à l'heure du jugement dernier, Dieu me dise, comme à Caïn, et toi, qu'as-tu fait lorsque la voix de ton frère s'est élevée du ciel jusqu'à moi? Ça me semble essentiel. Il y a aussi donc il y a des valeurs de la Troisième République, hein, après la Troisième République, c'est-à-dire des valeurs
qu'aujourd'hui on appelle de l'antiracisme, de la compassion, de l'empathie, nous sommes, voilà, il n'y a pas de race qui soit persécutée. Et puis, il y a, je crois, en fait, quelque chose de très, très opaque, hein, qui reste, parce qu'ils n'ont pas explicité ce geste. Ils disent c'était naturel. C'est pour ça que j'emploie le titre qui est presque provocateur. Il fallait bien les aider, qui a cette dimension d'évidence. Voilà. Il fallait bien les aider. Oui, et n'en parlons pas plus. C'était, est-ce que ça mérite vraiment commentaire? Est-ce que ça mérite qu'on s'y attarde? Pour moi, ça semble aussi la caractéristique du véritable héroïsme, qui ne revendique pas son héroïsme, qui ne l'affiche pas, qui ne le dissèque pas, qui ne le commente pas, et ce sont des gens qui, c'est ça, des gens ordinaires qui pour eux font un geste ordinaire dans une époque extraordinaire, et l'histoire tape à leur porte, hein. Ils ouvrent, et bon, ça dure 1 jour, 3 jours, 2 mois, 3 mois, puis si tout va bien, ces familles repartent, l'histoire se referme, continuent leur vie, des liens vont sans doute souvent exister, ça j'en parle assez souvent, c'est extraordinaire, hein, comment des familles renouent. Alors ça peut être, et ça j'y consacre plusieurs chapitres, quel type de lien peut exister? Ça peut être un patron qui aide sa secrétaire, ou l'inverse, ça peut être des liens professionnels, ça peut être quelqu'un qu'on rencontre dans la rue, son prof d'anglais qui dit, le prof d'anglais dit, qu'est-ce qui t'arrive? Et qui lui dit, va voir quelqu'un. Donc, cette évidence, cette opacité, il est difficile, ça je m'en rends compte, de rentrer dans la tête du futur juste. Ces gens-là, ils sont allés au cimetière sans savoir souvent qu'ils seraient justes un jour, et ça leur a pas effleuré l'esprit. Et c'est assez fascinant de voir comment là, cette entreprise de mémoire exhume et installe à côté du résistant, à côté de résistant intérieur, résistant extérieur de la France libre, militaire, soldat, une troisième catégorie, tardivement, qui a un autre statut assez flou, assez et je pense que c'est... Alors, la France a fait un énorme travail, hein, il les a fait rentrer à titre collectif au Panthéon. Chirac en a parlé la première fois dans le discours du Veldiv en 1995. Mais on sent que, et c'est là aussi, je reviens et je termine là-dessus sur le travail de Yad Vashem et du comité français, c'est qu'il faut reprendre à chaque fois, parce qu'il y a des cérémonies dans les petits villages, il y a du monde, mais aller faire un sondage auprès des lycéens, auprès des collégiens, moi je l'ai fait auprès de ma propre famille, cette notion de juste, elle n'est pas vraiment entrée dans les conscienses, et ça s'oublie très vite, hein. La Shoah s'oublie très vite, alors vous imaginez bien que les justes s'oublient encore plus vite, même s'il y en a qu'à 1300, et ce sont les dernières années là où on peut vraiment faire un travail d'historien, et on peut faire encore des cérémonies, il y en a encore une 20aine par an. Donc c'était peut-être le dernier moment. Et curieusement, parce que je pense que c'est un objet un peu multiforme, un peu insaisissable, j'étais frappé de voir qu'il n'y avait pas en fait, de livres écrits vraiment sur le sujet. Il y avait des livres sur une juste. Et il y a quelque chose, et je termine là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande figure de juste très 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 connue en France qui vraiment incarne le juste ou la juste. Et ça, c'est toujours dans une société médiatique qui a besoin de se raccrocher à des symboles, à des têtes comme ça, à des figures de proue, alors qu'on se rend compte quand même qu'il y a... On sait que Jean Le Canuet, par exemple, est injuste. Jean Le Canuet, qu'il y a eu un président du Conseil qui était juste, Paul Ramadier. Donc, mais bon,
Qui connaît Paul Ramadier aujourd'hui? Qui connaît maintenant encore Jean Le Canaille, hein? Même on peut se poser la question. Donc c'est une des difficultés pour faire perdurer cette notion-là. En tout cas, on peut recommander très chaleureusement ce livre. Il fallait bien les aider quand des Justes sauvaient des Juifs en France. Et merci de nous avoir accordé cet entretien qui permet de mettre en valeur des hommes et des femmes qui ont été une lumière dans la Shoah. Merci beaucoup. Merci.